Salut, c'est le Point Rouge. Salut, c'est le Point Rouge. Le Point Rouge en terrasse. Vous allez voir ça tout à l'heure. Nous sommes ici devant la maison des métallos et en face de Jules Pandariès qui est un travailleur. Vous voyez, ce travailleur, il a l'air de se reposer et en fait, il réfléchit aussi. Et on a décidé de réfléchir avec vous aujourd'hui sur cette question des attentats, sur l'après des attentats à Paris. Et on a décidé d'aller au-delà de la réponse policière ou de la réponse militaire pour voir comment on peut sortir de là, comment on peut essayer d'éviter aux jeunes de tomber dans les bêtises et dans l'horreur. Ici, on est devant une mosquée, qui est la mosquée Jean-Pierre Timbaud. On leur a demandé de participer au Point Rouge. Ils ont dit « Ok, regardez ce qu'ils ont écrit donc, sur la devanture de leur mosquée. Pray for Paris, prions pour Paris. Not in my name, pas en mon nom. » Voilà, on a rendez-vous avec les responsables de cette association dans ce quartier populaire parisien, dans le 11e arrondissement. Vous imposez là. Comment ? Vous imposez, vous tenez votre caméra. Oui, C'est vous... des gens qui font la prière, il n'y a pas, Non, mais, pas ni photo ni rien du tout. C'est ici qu'on rentre. Non mais il ne faut pas s'énerver. Non, je On a m'énerve pas. on Vous avez un rendez-vous, vous allez attendre. Mais non, comme c'est ça. ici le rendez-vous. C'est Non, ici. c'est là-bas, c'est pas ici. Mais Filmez, on c'est peut, pas grave. on peut discuter avec les gens. Non, Pourquoi ? parce que Mais les gens ils n'aiment pas les journalistes au court. Ah, mais pourquoi ? Ça c'est un a Ouais, priori. parce que là, à chaque Ça fois, c'est un tout a priori. Non, non, à chaque fois, on dit fort en tout. Mais on dit n'importe quoi. Donc on doit arrêter. Les gens n'aiment pas parler. Vous faites un amalgame. C'est vous que vous faites un mal. Mais non, c'est vous Il y qui... a des gens qui vont faire la prière, ils n'aiment pas être filmés, tout court. Non, on ne filme pas les gens qui veulent pas. Hein. On filme pas les gens. Je suis très content de vous accueillir à la table du Point Rouge. Le Point Rouge, c'est une émission de débat et où on essaie de comprendre les choses sans s'énerver. Voilà. La situation est sensible. Il y a un travail répressif qui est mené par les pouvoirs publics aujourd'hui et que nous saluons, que nous soutenons. Il faut éradiquer ces énergumènes qui sont en train de menacer la sécurité de la nation. Mais il faudra aussi réfléchir plus tard à une action préventive et curative. Et voilà, on est devant la pizza, la cerise sur la pizza. Installez-vous ici. Monsieur Achour, hein, Abdelkhaled Rachour, Abdelkader Achour, vous êtes l'imam donc de cette mosquée Jean-Pierre Timbaud qui était... C'est la mosquée la plus proche Ouais. des événements, du Bataclan et des sites, des lieux où il y a eu les événements. Et alors, cette mosquée était connue pendant un temps pour être une mosquée où des gens, des fondamentalistes sont venus et qui sont partis au Pakistan et en Afghanistan, qui étaient surveillés par les RG, je me souviens, il y a 10 ou 15 ans. Les choses ont... Vous vous souvenez de cette période? Vous y étiez ou pas? Non. Vous mettez le micro. Non, je n'étais pas ici. Non. Moi, je suis venu à la mosquée à partir de 2009 seulement. Et comment on fait pour une mosquée qui avait peut-être un renfermement, qui avait des problèmes, comment on fait pour changer? Vous connaissiez cette mosquée à l'époque? Parfaitement. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que les responsables se sont pris en main, ils ont commencé à peut-être à se remettre en cause, ils ont évolué dans leur manière d'encadrer le lieu de culte qui était effectivement pendant un certain temps un petit peu désorganisé. Il y avait un problème d'organisation. C'est pas que désorganisé quand même. Hein. Non, si. Les responsables ne tenaient en aucun cas et n'ont jamais tenu des discours radicaux. La famille Hammami, qui est à l'origine de la construction de ce lieu de culte et qui est depuis toujours été... Les Tunisiens qui sont tunisiens, effectivement, sont réputés pour leur modération. Simplement, ils ont laissé faire dans la mosquée au nom d'effectivement de cette mouvance qu'on appelle la mouvance de prédicateurs, de Da'wa al-Tabligh. Donc ils se sont laissés un peu submerger, c'est ça? Voilà, je pense que c'est un peu ça. En faisant venir des imams et un encadrement qui est académique, qui est professionnel et qui a l'expérience de la gestion des lieux de culte, en la personne de M. Abdelkader Achour, tout est rentré dans l'ordre. Alhamdulillah, grâce à Dieu, eh bien, ce lieu de culte a retrouvé sa vocation qui est de promouvoir un islam totalement intégré dans le paysage français. Il y a aussi, d'après Vous moi... venez d'où, vous je avez suis été formé tunisien. Tunisien aussi? Dans la Tunisie, Ouais. oui. D'après mes connaissances, groupe Tabligh, ils ne sont pas des gens contre l'homme ou contre l'humanité, où ils ont fait des choses nuisibles. Non, ils sont plutôt pour un islam
fondamentale au sens Voilà. noble du Mais terme. ils ont la miséricorde, ils aiment les autres, Oui. ils ne sont pas violents, ils ne sont pas agressifs. Non, c'est- Jamais ils C'est pas les appellent. salafistes dont on peut Ouais, parler aujourd'hui. il appelle toujours pour la paix avec les autres, D'accord. d'aimer Par les exemple, les autres, de salafistes, ils respecter viennent les pas autres. vous voir en ce moment à cette mosquée. Vous n'avez pas de tension là-dessus, vous? Non. Je voudrais quand même faire le distinguo, Ouais. même si je suis anti-salafiste, c'est-à-dire que même si je n'approuve pas l'idéologie, parce que malheureusement, chez beaucoup de nos Vous concitoyens, pouvez la définir, là, cette Enfin, idéologie? justement, j'y viens. Ouais. beaucoup de nos concitoyens qui font l'amalgame, je les comprends d'abord, qu'ils le font. Pourquoi? Parce que ce n'est pas des islamologues, des théologiens, ils ne connaissent pas l'islam. Ouais. Et donc tout n'est pas noir ou blanc. Il ne s'agit pas de définir d'un côté les modérés et de l'autre côté les extrémistes. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Nous avons tout un ensemble, un panel, un paysage religieux plus ou moins équilibrés et qui parfois sont tolérants ou tolérables et d'autres qui sont malheureusement non pas une source de violence, comme le salafisme n'est pas une idéologie extrémiste qui prône la violence. En aucun cas, vous allez entendre un imam wahhabite, par exemple. La preuve, c'est que si c'était le cas, on n'aurait pas d'ambassade d'Arabie Saoudite à Paris. On n'aurait pas de consulat saoudien à Paris. Ouais. On aurait totalement prohibé les relations et interdit toute forme de relation avec ces pays-là, qui sont des pays salafistes. Mais ils ne prônent pas la guerre, mais en tout cas, ils n'encouragent pas la cohésion sociale. À travers leur discours quiétiste ou piétiste, extrêmement rigoriste, ils prônent cette fracture sociale que nous, imams, nous condamnons et nous n'approuvons pas, parce que nous ne pouvons pas détacher les citoyens de confession musulmane de leur environnement. C'est toujours, leur discours, c'est haram, halal, interdit, licite, proscrit. Non, l'islam, c'est aussi une religion d'amour, c'est une religion de fraternité, c'est une religion de paix, c'est une religion de générosité. C'est pas que parler de ce qui est haram et halal. Parce que vous êtes formé, vous étiez à Mantes-la-Jolie, vous avez été meilleur élève de la mosquée à Mantes-la-Jolie. Ouais, c'est vrai. Hein, Moi, vous j'étais avez petit, ouais. vous avez été 6 ans en Syrie pour vous former comme imam. Ensuite, vous me dites, si je dis des bêtises, vous avez été à l'université en Arabie Saoudite, vous avez fait un DEA d'histoire de la philosophie À la Sorbonne. en France, à la Sorbonne. Et puis, vous avez été professeur dans les écoles coraniques de Mantes-la-Jolie et des Mureaux. Il n'y a pas que ça. J'ai fait, depuis 25 ans de carrière maintenant, je suis passé sur une vingtaine de mosquées en D'accord, tant mais- qu'imam. Mais en 2001, vous claquez la porte de la mosquée des Mureaux et de Mantes-la-Jolie De Mantes-la-Jolie. parce que vous dites ils sont contrôlés aujourd'hui par les Wahhabites, donc par l'Arabie Saoudite. Donc ça vous refusez ça. Je n'approuve pas effectivement Ouais. cette ingérence extérieure, Ouais. comme celle même qui pourrait venir de l'Algérie, de Maroc ou de la Tunisie, Ouais. qui sont moins dangereuses que celles de l'Arabie Saoudite, qui prônent, elle, un discours salafiste. Donc effectivement, je n'approuve pas, donc je me mets en désaccord avec la direction et je claque la porte. Ouais. Mais aujourd'hui, je sais que avec le départ de son président, la mosquée n'a plus aucun rapport avec, elle aussi, avec les courants salafistes. Pour être honnête, la mosquée de Mantes-la-Jolie est un phare qui contribue à promouvoir l'intégration de l'islam dans le paysage républicain. Il est là le problème, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de nos concitoyens soit désavouent le pacte républicain. Nous avons 3 catégories. Soit ils désavouent le pacte républicain, c'est-à-dire ça, on est dans l'esprit radical, takfir ou salafiste. Ou bien vous avez ceux qui le tolèrent, c'est la majorité des musulmans, qui disent on est là, on est des invités de la République, on s'assoit où l'on nous dit s'asseoir. Ou soit il y a les gens qui l'embrassent, ceux qui l'adoptent, qui y croient à ce pacte républicain, qui s'imprègnent au plus fond de leur conviction. Et c'est malheureusement ce travail qui manque de faire basculer cette majorité de nos concitoyens à adopter la France. Malheureusement, beaucoup de nos jeunes, qui sont les enfants de la nation, ne se sentent pas être les enfants, ils se sentent méprisés par cette France. Et donc, cette frustration provoque cette fracture avec la société et malheureusement prédispose ces jeunes-là à une radicalisation. Et c'est peut-être notre génération qui va faire ce pas de dire que bon, on n'en a pas fait assez. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut passer du statut de tolérant des valeurs républicaines à ceux qui embrassent le pacte républicain. Il faut que l'ensemble de la composante musulmane de France se considère avec l'ensemble des citoyens de la communauté nationale, membres de cette communauté nationale, et pas membre d'une communauté isolée qui dit bon voilà, on est intégré, mais on n'est pas assimilé, on ne fait pas partie de la même communauté. Non, pour moi il n'y a qu'une seule communauté en France, c'est la communauté nationale. Alors justement, juste pour rappeler pour ceux qui nous écoutent dans la rue, là c'est un point rouge, c'est la télé libre, c'est une télé sur internet.
qui organise régulièrement des débats sur des questions de société. Aujourd'hui, c'est bien sûr qu'est-ce qu'on fait après ces attentats, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de se rapprocher des gens, de ceux qui ne sont pas comme nous. Donc on a choisi une terrasse parce qu'on a décidé d'être en terrasse. Et donc on voudrait que ceux qui nous écoutent peuvent venir nous parler. Venez avec moi, on a un café. Madame Imloul, bienvenue au Point Rouge. Asseyez-vous, c'est un Point Rouge spécial parce que normalement on est debout, mais là c'est un Point Rouge à table. Ici vous avez 2 imams qui sont pour l'un imam de cette mosquée et ici un imam itinérant dans le 94, dans le Val-de-Marne. Et Madame Imloul, vous êtes responsable de la cellule de prévention du terrorisme créée en France en 2012, c'est ça, non? Ça, Ouais. tout à fait. D'accord. Et vous connaissez bien cette question parce que vous travaillez avec l'association Respect 93. Je suis la présidente. Donc vous êtes la présidente et vous conseillez des familles, vous voyez des familles qui sont désemparées parce que leurs enfants ont rejoint le djihad ou sont partis en Syrie, c'est ça? Entre autres, Ouais. des jeunes également qui sont radicalisés ou qui sont en voie de radicalisation. D'accord. Et un café pour vous, voilà, bienvenue encore au Point Rouge. Alors vous êtes musulmane ou vous vous dites musulmane ou vous vous en foutez de ça? Bon, moi, je suis de confession arabo-musulmane. Voilà, Ouais. Mais c'est quelque chose qui existe pour vous? Je sais pas, c'est important pour vous? Oui, c'est important Ouais, pour moi. La d'accord. religion, c'est important pour moi. Mais la religion, pas comme on la voit actuellement, ou bien on l'interprète actuellement, mais comme on la vit au quotidien, comme ces messieurs et de millions de musulmans également. Moi, je suis très contente que les imams aujourd'hui soient présents. Oui. Bah, je pense également qu'ils ont aussi une parole d'apaisement à porter. Je trouve qu'on ne vous a pas souvent entendu malheureusement, enfin peut-être pas aussi donner la parole, je pense que c'est plus en ce sens. Et je pense que c'est avec vous, messieurs, qu'on arrivera justement à travailler et à continuer justement donc à éviter que tous ces jeunes ne se radicalisent ou ne partent en Syrie. C'est vrai que vous parlez pas beaucoup. C'est ce qu'elle dit. Moi, je le pense aussi. Je suis pas le seul. Je suis intervenu aujourd'hui depuis les événements. Je parle pas de vous, je parle des imams en général. Voilà, là, je suis d'accord avec vous. Il y a soit les imams qu'on interdit de parler, parce que je vous évoquais malheureusement cette ingérence des États étrangers, et donc ce devoir de réserve diplomatique qui fait que les mosquées, aujourd'hui, pour beaucoup d'entre elles, sont sous tutelle étrangère, ce qu'on appelle les mosquées consulaires, et qui donc reçoivent les ordres d'être réservés, d'être discrets. Et seuls les imams comme moi qui sont totalement indépendants, ou comme Cheikh Abdelkader et les responsables de la mosquée de Omar, ont la liberté de pouvoir parler sans être sous pression aucune de quelconque on va dire, institution étrangère. Moi, j'ai envie de revenir sur votre témoignage, madame. Vous présidez cette cellule de prévention contre le terrorisme depuis 2012. Nous, on essaie de comprendre qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'aider ces jeunes. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous arrivez, avec votre expérience, à repérer qu'est-ce qui fait que certains jeunes basculent et pas d'autres? Il n'y a en réalité pas une forme de jeunes radicalisés, c'est polymorphe. Vous avez plusieurs types de radicalisation. Vous avez des jeunes qui se radicalisent et qui ne partiront jamais en Syrie. Et vous avez des jeunes qui du jour au lendemain vont se radicaliser et qui partiront immédiatement. Certains vont rester sur le territoire, d'autres auront uniquement une velléité de départ. Il y a 2 choses importantes. C'est d'abord la prévention. Je pense qu'aujourd'hui, on est en mesure de repérer des jeunes qui commencent progressivement à basculer de l'autre côté. Il y a l'école, il y a également la mosquée, il y a les parents. Aujourd'hui, on a véritablement tout un arsenal pour pouvoir essayer au moins de ramener à la raison ces jeunes-là. La majorité des jeunes que j'ai eu à traiter, en tout cas à approcher, sont 80% de jeunes qui sont convertis. La radicalisation chez les jeunes convertis, de français de souche entre guillemets, juste pour les nommer, est une part non négligeable et beaucoup plus dangereuse que ceux qui ont déjà connu la religion, comme on l'a tous connu à la maison, enfin la religion, une religion de paix et dans le cadre de la sphère privée. Ceux qui se convertissent immédiatement, ils veulent un petit peu, je dirais, être les premiers de la classe. Et ça, par contre, c'est vrai que c'est extrêmement compliqué. Vous avez d'un côté les parents qui vont les rejeter, parce qu'ils ne comprennent pas, parce qu'il y a un malaise qui s'installe, parce qu'il y a aussi une forme d'incompréhension. Et vous avez ces jeunes qui, progressivement, vont continuer à vouloir justement être les meilleurs dans le plus mauvais. Vous envoyez des jeunes comme ça, vous? Prenez le micro dans la main.
que dit madame est tout à fait vrai. Elle le constate. Nous savons même pourquoi. Elle constate un certain nombre de symptômes. Nous connaissons l'origine même pathologique. C'est-à-dire nous connaissons quel est le virus qui a été à l'origine de cette radicalisation. Vous en avez plusieurs. Vous avez le courant takfir, vous avez le courant salafi, vous avez le courant islamiste, fondamentaliste, etc., qui ne sont pas les mêmes. Attention, un islamiste, par exemple, n'est pas un fondamentaliste. Un islamiste, c'est quelqu'un qui prône l'instauration du califat, et donc qui veut islamiser le monde. Un fondamentaliste, non, est quelqu'un qui veut mettre en pratique... L'État islamique est un rigoriste qui va Syrie. pratiquer de manière à la lettre, de manière très littérale. C'est un puritain, voilà, c'est un ultra-orthodoxe. Donc il y a plusieurs pathologies que nous, théologiens, connaissons bien. Et je pense que la première action à faire, c'est d'abord de définir où est le mal. Ensuite, de trouver le remède. C'est comme quand on va diagnostiquer un malade, on définit quelle est la pathologie et quel est le mal qui touche la conscience et l'esprit de cet enfant, de ce jeune homme, et quel, bien entendu, remède il doit échouer. Quand je dis les jeunes, jeunes et femmes, oui, bien sûr, il y a même des femmes. Il y a aussi pas mal de jeunes femmes, de jeunes filles. Il y a pas mal de jeunes filles, effectivement, et j'entendais une autre femme qui s'occupait des questions comme vous, de ces questions, qui disait, on a repéré, sur les filles, on a repéré qu'un seul point commun. Non pas qu'elles soient musulmanes, mais le seul point commun des filles qui ont rejoint la Syrie, c'était qu'elles avaient mis sur leur compte Facebook qu'elles souhaitaient être utiles, aider à quelque chose, faire que leur vie ait un sens. Parce que ça c'est très important quand on est jeune, c'est d'être utile. Et la société elle est compliquée aujourd'hui pour vous donner votre place. Est-ce que vous avez remarqué ça ? Vous savez, lorsque ces jeunes femmes sont approchées, on ne leur explique pas qu'elles vont arriver là-bas en Syrie et faire ce qu'elles font quand elles y arrivent et vivre ce qu'elles vont vivre. Oui. On leur dit qu'elles ont un devoir en tant que musulmanes, de venir aider la veuve et l'orphelin, qu'il y a effectivement donc des gens qui souffrent, une discrimination, etc. Donc forcément, quand on est jeune, quand on en cherche un but à sa vie, quand on veut faire quelque chose, une cause, quand on cherche une cause à défendre, il se peut que parfois, malheureusement, on arrive à être récupéré par ces groupuscules. Ouais. Voilà. Et je pense qu'au départ... Mais comment on les accroche ? Écoutez, après, on peut les accrocher à l'extérieur, on peut les accrocher via Internet. Surtout. Voilà, enfin, après, tous les moyens sont possibles. Il y a tout simplement les relations amoureuses. Il y a les relations entre les garçons et les filles. Oui. Quand le garçon est radicalisé et qu'il fréquente une fille, eh bien, il va essayer, par amour, il va essayer de l'endoctriner avec lui dans son délire. Je crois que c'est la jeune femme qui va, justement parce qu'elle va voir le prince charmant, parce que c'est un peu comme cela aussi qui se présente comme étant un peu les gladiateurs, et ils vont de toute façon, par définition, épouser complètement ce qu'est leur fameux prince charmant, entre guillemets, qui ne l'est pas. D'accord, il y a une cause. Un mercenaire, un barbarian. Il y a une cause. Il y a un prince charmant, il y a de l'amour, il y a une belle religion, parce que l'islam c'est une belle religion, mais comment on passe à l'acte pour tuer des gens, qui n'ont rien fait, qui ne nous ont rien fait, qui ne sont pas responsables des problèmes politiques de notre monde. Comment on arrive à ça ? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui... Parce que vous vous êtes posé la question, j'imagine. Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez déjà la réponse ? Ah non, mais c'est incroyable. Prenez le micro. On a bien sûr les causes à effet qui sont à l'origine de ces actions-là. Ces jeunes-là sont venus d'abord en représailles de l'attitude, on va dire, individualiste de l'État français, l'interventionnisme individualiste de l'État français, qui normalement, au lieu d'être la seule en première ligne contre le terrorisme, devrait être intégré et se fondre dans une coalition internationale qui découragerait ces terroristes et qui seraient donc obligés de dire on va se venger contre qui ? Donc on reçoit des bombes. C'est la faute de la France si des jeunes passent à l'acte et tuent des gens en terrasse. J'ai pas dit que c'est à cause de la France, j'ai dit que c'est une explication. J'ai jamais dit que c'est une justification. Là, c'est l'explication qu'il donne. Voilà, effectivement. Autre chose, je voudrais ajouter, c'est qu'il y a un conflit là-bas, qui est que nous avons une énorme fracture qui s'est faite entre le monde sunnite et le monde chiite. Il y a une véritable guerre froide entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Ces deux pôles qui se font la guerre et qui instrumentalisent des populations au Yémen, en Syrie et un peu partout, et qui malheureusement se retrouvent dans une guerre fratricide au sein même de la composante musulmane. Et ces musulmans sunnites en France se sentent obligés d'aller aider leurs frères sunnites contre ces régimes chiites qui est aujourd'hui au cœur du conflit. Je voulais juste rappeler une chose. En 2014, il y a eu 32 727 victimes
du terrorisme en général, ça c'est une source AFP. C'est une augmentation de 81% depuis 2013. Et dans ce chiffre de plus de 32 000 personnes qui ont été tuées, 80% de ces victimes se trouvaient en Irak, en Syrie, en Afghanistan, au Pakistan ou au Nigeria. Ce sont des musulmans. Donc là, ce sont des musulmans qui sont eux-mêmes donc victimes d'un terrorisme qui se réclame de l'islam. Donc nous, en France, on est touchés, c'est clair. On l'a vu récemment au Mali, on l'a vu en Turquie, on l'a vu bien sûr au Kenya, on l'a vu ailleurs au Nigeria, au Liban, il n'y a pas si longtemps. Mais le plus de morts, ce sont des musulmans qui meurent aujourd'hui. Il faut quand même rappeler que la radicalisation, elle ne date pas d'aujourd'hui, elle date d'il y a plus de 30 ans en arrière, et que dans les années 90, ces jeunes-là partaient en Afghanistan, parce qu'il y avait aussi une guerre, et qu'on a laissé aussi dans certains quartiers, je dirais, cette gangrène aussi. Parce qu'à l'époque, on ne pensait pas que ça allait prendre autant d'ampleur et que ça toucherait de plein fouet l'État français. On n'a pas pris la mesure de ce problème, c'est clair. Il y a quelqu'un vous voulez intervenir, monsieur, c'est ça? Eh bien, je vous en prie, venez. On attend un invité. Quand il arrivera, vous pourrez lui laisser la place. Je vous rappelle, c'est un débat citoyen et vous pouvez intervenir si vous voulez le faire avec respect, parce que l'idée, c'est ici de se parler respectueusement. Il n'y a pas d'injures. On essaie d'être clair et on essaie de faire avancer les choses. Monsieur l'imam, merci d'être venu. Vous êtes libre. Il n'y a pas de problème. Vous êtes libre. Merci d'être venu. Vous allez faire la prière, là? D'accord. Il reviendra. Monsieur, pouvez-vous présenter? Vous avez voulu intervenir? Oui. Bonsoir, je Bonsoir. m'appelle Mohamed. Vous faites quoi dans la vie? Je suis chef d'entreprise. Ouais. Et, pour moi, il y a eu une manipulation politico-médiatique. C'est... comment dire? Vous voulez dire que... Vu que C'est un complot. Pour moi, c'est un complot. Ah, c'est un complot. Ouais, ils ont été pourquoi assassinés. vous pouvez C'est- le dire oui, c'est un acteur terroriste. On le condamne tous. Mais ça n'a rien à voir avec les Arabes et rien à voir avec les musulmans. Ça n'a rien à voir. On parle toujours des mosquées, des intégristes et tout ça. Mais ça n'a rien à voir. Non, on Ça n'a rien à parle voir. des jeunes qui sont perdus aujourd'hui les gens et qui vont vers le djihad, et on essaie de trouver des solutions autour de cette table pour voir comment on peut faire pour se parler. Ils sont Et- financés et manipulés par des États occidentaux. Qui ça? Les djihadistes. D'accord. En Syrie. Mais- Mais Si vous voulez, oui. Oui. Bon, très bien. Mais on vous a donné la parole. Mais moi, je ne vais pas aller sur ce terrain-là, parce qu'ici, on n'a pas envie de parler de complot, on a envie de parler de problèmes de notre société française. c'est des points de vue. C'est votre point de vue. Ça peut être vrai. Mais non, mais ça Ça peut être. il faut des éléments, et pour l'instant, ces éléments, on n'en a pas. Je ne sais pas d'où vous tirez votre avis. Donc, mais Il y a ça circule aujourd'hui. Ça circule dans. On résume sur- le Il y a un terrorisme complot. dans Ce le- serait quoi le complot? C'est une des pathologies qui existent au sein de notre composante religieuse, qui prône cette fracture sociale, qui considère qu'il existe une conspiration internationale, une mobilisation internationale contre l'islam. L'Illuminati, on va parler de franc-maçonnerie, on va parler de sionisme, on va parler de plein de vocabulaire dans lequel on évoque une instrumentalisation des individus, notamment des terroristes, pour salir l'image de l'islam, pour anéantir le peuple musulman, pour anéantir l'islam en tant que religion, pour créer des clients, alors c'est ça leur discours, des clients, les États-Unis, la Russie qui fabriquent des armes, créent des clients qui vont acheter leurs armes et qui vont utiliser pour s'entretuer, et donc faire marcher la machine de l'industrie de l'armement. Cette idéologie, elle est extrêmement répandue et beaucoup en sont convaincus. Qu'est-ce que vous leur dites aux gens que vous voyez, vous, imam itinérant dans le Val-de-Marne? Moi, je leur dis que personne ne te manipule. Tu es seul responsable de ce que tu fais. Si tu choisis de devenir un terroriste, il n'y a personne. Ce n'est pas les États-Unis derrière, ni la France, ni je ne sais qui est derrière tout ça. On parle de Mera qui est instrumentalisé par la DGSI ou les RI ou le renseignement intérieur. C'est totalement intolérable que l'on puisse disculper
ce personnage, ce monstre qui a massacré des enfants juifs dans une école et qui leur a mis des balles dans la tête. C'est totalement intolérable. Et il dit, il a été manipulé. Quelle manipulation? Tu es responsable, c'est toi qui tiens tes mains, c'est toi qui tiens l'arme dans la main. Tu as tué un pauvre militaire qui défendait la France, qui te défendait toi. Comment tu peux considérer qu'il est l'axe du mal alors qu'il donnerait sa vie pour toi? Et tu l'appelles un terroriste? Et tu l'appelles un ennemi, l'axe du mal, ce pauvre, le fils de Madame Ziaten, qui est mort et qui a été tué comme un lapin. Mais c'est totalement inadmissible, cette idéologie-là. Donc ce conspirationnisme est une menace aussi pour l'intégration de l'islam en France et constitue le début d'un endoctrinement. Que je dis à mon frère, avec beaucoup de fraternité, faites attention à tout ce que vous pouvez entendre et ce que vous lire sur Internet. Parce que tu es responsable, je suis responsable de ce que je fais. Mais qui va me diriger? C'est toi quelqu'un qui peut te dire qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que tu es un terroriste, toi? Pourquoi l'autre, il n'a pas un cerveau comme le tien? Pourquoi il deviendrait un terroriste, lui, et pas toi? Pourquoi toi, tu es un bon citoyen aujourd'hui et pas lui? Il faut arrêter de toujours mettre sur le dos des mécréants, des cofards, je sais pas quoi. C'est quoi ce discours-là? Chacun est responsable de ce qu'il fait. Moi j'ai dit simplement qu'il y a. Moi j'ai dit simplement qu'il y a une manipulation politico-médiatique et on met des photos de certains arabes ou soi-disant musulmans alors que ça se trouve qu'ils ne sont même pas musulmans, ils ne sont pas arabes et ça se trouve qu'ils n'existent même pas. C'est une manipulation, pour moi c'est une manipulation. Tout simplement. D'accord. Vous avez un doute sur tout ce qu'on vous montre, exactement, c'est ça? Exactement. Et donc, moi je demande là, vous n'avez pas confiance sur ce petit plateau, mais je demande une enquête internationale. C'est simple. Mais elle est en cours, en tant que l'enquête. simple citoyen. Toutes les polices du monde actuellement sont en enquête sur cette D'accord. question. Et comment expliquez-vous que avant que l'enquête soit terminée, les Rafales ont été bombardés en Syrie en représailles, soi-disant, pour ce que soi-disant Les bombardements, ils ont commencé bien avant ces attentats, non, vous savez. Non, pas de façon directe. Toi, tu es contre aujourd'hui qu'on combatte Daesh? Non, ça n'a rien à voir avec ça. Tu es contre le fait que la France s'implique et d'être contre Daesh et que la ça n'a rien à voir. Je veux pas rentrer dedans. Je rentre pas dedans. Moi, je parle de ce qui s'est passé dans le 11e. Ce qui s'est passé dans le 11e, pour moi, ça n'a rien à voir avec les musulmans, avec l'islam, avec les arabes. On est en dehors de toutes ces histoires. C'est une manipulation. C'est à voir, si vous voulez bien donner le micro à madame, c'est à voir avec les terroristes qui l'ont fait et qui ont revendiqué au nom malheureusement de l'islam. Au nom malheureusement de l'islam. Sonia Imloul. Je voudrais juste rebondir sur une chose. Oui, je vous en prie. Ces terroristes-là, si demain vous étiez présents, vous, n'importe quel autre musulman, voilà, je peux vous garantir qu'ils vous auraient également tué. Puisque pour eux, de toute façon, personne, si on n'est pas comme eux, on est contre eux. Donc ils tueraient tout le monde. Même leur propre mère, si demain on leur demandait. N'oublions pas qu'ils font allégeance. Maintenant, je ne sais pas qui ils sont. Non, le problème, monsieur, c'est qu'ils tuent au nom de l'islam. Et tout le monde n'a pas cette culture que monsieur A ou qu'un journaliste a, à savoir qui est le bon, qui est le mauvais. Non. Ce jour-là, je vous dis simplement, quand on regarde la liste des victimes, quand vous regardez bien, ils n'ont pas fait de détails. Tout le monde y est passé. Absolument. Parlez pas ensemble, tous les deux en même temps. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut faire très attention à tout ça. Encore une fois, ce sont des gens qui sont... Ok. Merci Mohamed, on vous a donné la parole. Merci. Merci beaucoup d'être venu. Informez-vous à d'autres sources. Je pense que vous pourrez éventuellement avoir des éclaircissements. Ah, j'ai un autre invité. Vous êtes